effectivement, il y a une réduction, une réduction du contact des matières fécales avec l'extérieur du corps. C'est ce qui fait que le papier est plus blanc. Et alors, donc, sur le coup, comme j'avais fait des études pour savoir études de marché, marketing, tout ça, j'ai contacté tous les fabricants européens de ce type de matériel et aucun m'a répondu. Donc, j'avais pas envie d'investir de l'argent et du temps pour aller. Et donc, je me suis dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de cette invention, quoi. Et en fait, là, ce qui m'est venu d'un coup, c'est tout ce langage populaire qu'on utilise et que couramment toute la journée, quand on se retrouve contraint par quelque chose, quand il y a quelqu'un qui nous empêche de faire quelque chose, qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Marche à l'ombre. Donc tu m'emmerdes, tu me fais chier, etc. Donc à un point que effectivement, le fait de se retrouver dans une situation de blocage, pour revenir un petit peu à ce que Henri Laborie disait, c'est-à-dire que bon, si on arrive à fuir, on s'en sort, si on ne fuit pas, qu'on est mort-vivant à tourner en rond, on subit des dommages collatéraux. Effectivement, les situations de blocage, où on se retrouve contraint par la vie, au travail, en couple, par les impôts, par les lois, par je sais pas quoi, par son voisin, par n'importe quoi, qui demande une solution, à mettre une solution, tout ce qui peut nous faire peur aussi, tout le changement capital dans notre vie qui peut nous faire peur, se répercute souvent sur le système digestif. Bon, bien sûr, pas que sur le système digestif. Hein. Souvent sur le système digestif, au point que c'est pu rentrer dans le langage populaire, qu'on utilise souvent, etc. Quoi. Mais effectivement, bon, moi, à mon boulot, il y a un collègue mon chef de service le gonfle souvent. Lui, s'il fait des troubles musculaires squelettiques, c'est KMS. Voilà. Lui, c'est pas le système digestif. Un autre, ça va être une autre partie du corps. Mais souvent, ça se répercute sur le système digestif. Donc, alors là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un inventeur, quoi? Parce que, on va dire, la créativité, ou ce qu'on peut rappeler aussi l'intelligence, il y a une définition qui dit que c'est la capacité à faire des liens. C'est à faire des liens entre des choses qui, apparemment, n'avaient aucune relation a priori, quoi. Et en fait, je fais un lien avec le yoga. C'est-à-dire que dans le yoga, en fait, on fait travailler un muscle, on fait travailler des muscles par des postures pour en fait avoir des répercussions psychocorporelles. Donc, je me suis dit que éventuellement, le fait de pouvoir s'asseoir sur ce WC pouvait produire une détente du muscle sphinctérien et de ce fait ouvrir l'esprit, rendre plus intelligent, etc. et permettre de moins merder dans la vie, au sens propre comme au sens figuré. Donc ça, c'était ma solution délire, c'était délire philosophique, mais avec énormément de sens, en tout cas, qui reprend aussi le fait qu'on puisse attendre des solutions de la technique pour résoudre des problèmes existentiels et essentiels de notre condition humaine. Donc, effectivement, c'est un délire philosophique. Je ne l'ai toujours pas proposé au musée d'art moderne, mais ça pourrait avoir sa place. Tout le fait, effectivement, l'exercice que je vous ai fait faire, qui est censé augmenter la communication de façon à ce que vous soyez plus réceptif, parce que ça aurait été censé vous ouvrir votre esprit. Oui, ça c'est le côté un petit peu mise en scène théâtralisé de la conférence gesticulée, quoi. Parce que s'il y a beaucoup de savoir des fois, et ça peut aussi être plombant, donc il faut un petit peu pouvoir... Mais, connaissant, si vous voulez, la puissance de la métaphore, des métaphores, de toutes les métaphores, c'est-à-dire le fait de parler par métaphore,
permet de faire passer des informations, parce que parler, pratiquement parler unanimement, parler du courage, c'est très très difficile, parce que c'est la plupart du temps reconnu contre-productif. C'est-à-dire que si on se met à parler du courage, de tout ce qu'il faut faire pour faire preuve de courage, tout ce qu'il faut posséder pour faire preuve de courage, effectivement, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils vont faire, prendre la fuite, continuer à tourner, parce qu'ils vont se dire, il y a trop de choses, c'est trop impliquant, ça demande trop d'efforts, donc mieux revenir dans mon formatage. Des solutions, des problèmes, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. On n'est finalement pas si malheureux que ça. Et vous voyez, tout ce genre de discussion qui fait qu'on continue finalement à tourner dans notre local, etc. Et donc, c'est très difficile de parler du courage parce que, où les gens se rendent compte, si quand on leur parle du courage, que finalement, ils sont loin de pouvoir faire preuve de courage parce que le nombre de choses qu'il faut avoir acquises pour faire preuve de courage fait que ça reste difficile. Donc d'ailleurs, il y a un auteur là, qui s'appelle, qui est assez connu dans le monde de la créativité, qui s'appelle Roger Van Much, qui dit que qui nous recommande de ne pas rester assis sur le meilleur de nous-mêmes, et qui dit que souvent, en fait, effectivement, notre créativité descend au niveau du fessier, et peut-être aussi pourquoi nos grands-parents, souvent, ils voulaient nous filer un bon coup de pied au cul, ça ferait du bien, parce que ça fait remonter quelque chose qui est descendu au niveau des fesses, ça le fait remonter à sa juste place dans le cerveau, un peu, ce qui ferait que justement on serait plutôt incité des fois à merder dans la vie, c'est-à-dire à faire pas preuve de créativité, c'est-à-dire quand on merde, c'est aussi, on veut signifier que quelque part on ne fait pas preuve de créativité. Voilà. Donc la chose suivante qui participe, c'est le fait de rencontrer des guides, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu la fonction qu'on appellerait le mentor. C'est-à-dire que c'est des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin dans la vie qui vont avoir une importance, dans le fait de la mise en mouvement, dans le voyage du héros, parce que le héros, c'est un peu, le travail du héros, c'est un peu comme le voyage d'Ulysse, quoi. C'est-à-dire qu'on part, on vit un certain nombre de choses, et après on revient un petit peu, comme ce soir, faire un petit peu l'état des lieux et partager avec les autres ce qu'on a appris dans son voyage initiatique. Et donc moi, c'était en 99, j'étais dans une situation qui se préparait, que beaucoup, quand vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de jeunes ce soir qui n'ont pas connu, c'est-à-dire le divorce, c'est-à-dire je sentais que j'allais avoir à devoir vivre mon propre divorce, donc j'étais là à lire beaucoup de livres comme pour me préparer, m'entraîner à cette situation que j'appréhendais comme difficile, et je lisais des bouquins sur l'esprit rebelle, comme pour me galvaniser de quelque chose que je savais allait être difficile. Et je tombe sur un bouquin de Michel Onfray, un article de Michel Onfray, et donc sur l'esprit rebelle, où il parlait dans son article d'une dynamique perpétuelle. Et cette dynamique perpétuelle, ça me semblait être effectivement